Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée, dont le titre générique est L'humain d'abord. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, pratiquez les mesures de sécurité sanitaire et notamment de distanciation physique ou distanciation de courtoisie. Exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé. Et ne pas être transformé en esclave consentant, c'est évidemment important. C'est-à-dire ne pas être abéti, mais en même temps ne pas faire de bêtises, en quelque sorte. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre la suite de la chronique précédente qui était intitulée « Ce pourquoi nous luttons ». Et pour parler un tout petit peu donc des perspectives qu'il convient, d'après nous en tout cas, de défendre pour le maintien et les possibilités de développement de l'Odyssée. Alors, d'abord, une réflexion sur la situation globale du cinéma en France. Pendant 3 mois et demi, un peu moins de 3 mois et demi, les salles de cinéma ont été fermées. Aujourd'hui, on se rend compte que malgré 3 mois et demi de fermeture, eh bien, le retour à la normale est loin de se faire, si vous me passez l'expression, les doigts dans le nez, facilement. On estime, quand je dis on, c'est les données statistiques et les journaux, et notamment professionnels, estiment à environ 78% sur les 3 premières semaines depuis le 22 juin. À 78% la chute de la fréquentation. Et comme nous vous le disions, ce retour à la normale va être long, difficile et pas forcément évident. Je préfère avoir raison dans d'autres circonstances, mais c'est une chose, et puis les images et les sons sont là pour l'attester, que nous avions déjà prévu et pronostiqué. Alors, la première réflexion que cela m'inspire, c'est que, pour ramener les choses à l'Odyssée, de notre point de vue, en quelque sorte, eh bien, imaginez 3 mois et demi seulement, et il n'y a pas eu de grand bouleversement, mais le public ne revient pas. À 78%, il ne revient pas, il n'y a que 22% du niveau de fréquentation d'avant le 15 mars 2020. Et pourtant, il n'y a pas eu de guerre, de destruction physique, de bouleversement des infrastructures de transport, que sais-je et d'autres, de coupures durables d'électricité, etc. Juste à titre de comparaison, cela permettra de comprendre le défi auquel nous avons été confrontés il y a 28 ans, quand l'Odyssée a réouvert ses portes et surtout ses écrans à partir du 24 septembre 1992, à la suite de 6 années de fermeture, avec une détérioration forcément de la salle, etc., etc. Et le défi était le suivant, faire revenir dans un lieu déserté un public qui avait perdu l'habitude d'y venir. Donc vous voyez que c'est pas évident et que le pari réussi de l'Odyssée, le pari tellement réussi qu'aujourd'hui ça suscite des convoitises et même, comme je le disais, des esprits chagrins qui, masqués avec la plus grande lâcheté méprisable, font des commentaires et jouent au troll en faisant revenir la société, dans notre société, le souvenir des années noires de délation du régime de Pétain, comme quoi la médiocrité est toujours à portée de vue. Mais vous voyez que ce n'était pas évident de faire revenir le public, et nous sommes arrivés à faire revenir un public. Certes, ce n'est pas une raison pour se tresser des lauriers, parce qu'on voudrait toujours qu'il y en ait plus, mais il y a
indéniablement une partie du public qui est venu, et l'enquête de satisfaction que nous avons faite montrait à 99%, ce qui est incroyable, sur près de 500 personnes, que ceux qui venaient étaient satisfaits. Autre chose que je souhaite dire, c'est que, évidemment, depuis 1992, le contexte, le tableau général sociologique, socioculturel si vous préférez, il a considérablement évolué. Nous sommes aujourd'hui le 13 juillet et dans le monde daté du 11 juillet, il y avait une étude très intéressante sur les pratiques de consommation culturelle en comparant les tranches d'âge. Et on voyait qu'il y avait une modification pour des comportements concernant certains domaines d'activité culturelle, écouter la radio, aller au spectacle vivant, etc. Eh bien, on voit que d'une part, pour ce qui concerne le cinéma, aller au cinéma au moins une fois par mois sur une année, eh bien, par rapport au comportement de ceux qui étaient nés en génération du baby boom, comme on dit, en 45, 65, ensuite 85, 95, et puis ensuite 95, 2010 ou 2004, si j'ai bonne mémoire, eh bien, du point de vue du fait d'aller au cinéma, il y a toujours le même pourcentage, 29% des gens vont au cinéma au moins une fois par mois, si on considère leur comportement sur une année. Il y a cependant une évolution qui mérite réflexion, c'est que le public qui va régulièrement au cinéma, la part des personnes âgées de plus de 55 et 60 ans va en s'agrandissant. C'est-à-dire que dans le temps, c'était les jeunes qui allaient souvent au cinéma. Maintenant, c'est plutôt les gens qui ont un âge plus important. Ce qui est intéressant également dans cette étude, c'est que il y a lieu de distinguer les pratiques, disons, ce qu'on appelle de salon, et les pratiques de sortie. Et que dans le contexte actuel, les pratiques de salon, notamment parmi les plus jeunes, ont tendance à augmenter. Alors évidemment, tout ça sont des données qui montrent, comme nous l'avions déjà dit dans des chroniques précédentes, qu'il y a des défis de plus en plus grands auxquels on est confronté. Mais s'il y a des défis, vous connaissez la phrase de Corneille, à vaincre sans péril, on va sans gloire. C'est pas parce qu'il y a des périls qu'il faut renoncer pour autant à se battre, et c'est bien notre intention à l'Odyssée que de nous battre. Mais il y a, c'est vrai, une tendance à l'individualisation, à l'atomisation des rapports sociaux, avec en prime une intensification des pratiques de culture de salon, si vous voulez, alors que le cinéma, comme on l'a toujours dit, est un puissant lien social. Donc vous voyez que l'Odyssée était une miraculée de la vie, puisque après 6 années de fermeture, et grâce à l'aide de la ville, car j'ai toujours dit, l'Odyssée c'est le fruit d'une volonté combinée, celle d'une volonté politique de la ville et d'un engagement militant pour le 7e art d'une association, en l'occurrence la nôtre. Bien. Sans quoi c'est pas possible. Alors, il convient, à la lumière de tous ces événements qui sont à la fois conjoncturels et plus structurels, de rappeler une fois encore quels sont les points importants. Alors vous me direz, mais pourquoi tu en parles ? On est dans un contexte où la nouvelle majorité municipale parle de co-construction, et quand on parle de co-construction, ça signifie que les acteurs de terrain qui ont acquis au fil du temps une expérience, et oserais-je le dire,
au risque de déplaire certains esprits chagrins, et des résultats, eh bien, ceux qui ont une expérience et des résultats, eh bien, ils doivent aussi pouvoir donner le fruit de leur réflexion, à charge pour l'instance politique élue de faire ses choix. Devine si tu peux, choisis si tu l'oses, disait la très belle expression, le vieil adage de l'Antiquité grecque. La politique, c'est aussi faire des choix, mais des choix qui soient motivés, appropriés, judicieux et en toute connaissance de cause. Alors, rappelons les points qui sont vitaux pour un projet comme celui de l'Odyssée. La première des choses, c'est de continuer à défendre la logique d'une association à but non lucratif, dirigeant, programmant, animant ce lieu. Si on s'en remet au marché, aux acteurs, aux opérateurs privés du marché, et loin de moi la volonté de les critiquer, dans le grand aquarium du 7e art, il faut qu'il y ait des poissons de toute taille et de tout genre, en évitant simplement les très gros requins et les très petits mais très dangereux, nuisibles piranhas. Mais en dehors de cela, eh bien, il y a dans l'immense aquarium, ou l'immense océan du 7e art, serait-il plus juste de dire, il y a de la place pour tout le monde et pour une cohabitation apaisée entre tout le monde. Ce qui fait qu'il y a évidemment une place pour une logique associative qui n'est pas à la recherche d'un but lucratif sur ce terrain de la programmation et de l'animation cinématographique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que cette logique associative prenne le soin de ne pas se mettre sur le terrain de la concurrence avec les acteurs privés, ce qui suppose aussi une subvention de la part de la ville. Et comme je l'ai dit dans la chronique précédente, eh bien, cette subvention, elle devrait représenter au maximum entre 35 et 40% du chiffre d'affaires de l'Odyssée. Parce que tout le modèle sur lequel a été construit, et ce n'est pas un modèle qui est faux, c'est le modèle qui est le moins coûteux pour la collectivité, c'est-à-dire la ville, c'est-à-dire nous tous en tant que contribuables, eh bien la formule la moins coûteuse, c'est celle de la DSP, d'une subvention qui permet de créer une activité étalée sur toute l'année, qui permet de créer un bassin d'emploi, 14 personnes représentant 12 équivalents temps plein, comme on dit dans le jargon administratif, et donc une activité 365 jours sur 365 de programmation, et ce qui est avec des résultats qui sont après tout plus qu'honorables, tout en cherchant à ne pas jouer au tartarin de Tarascon. Mais c'est pas la peine d'avoir de fausse modestie non plus. Donc, sur cette base, il est important qu'il y ait une ligne directrice, c'est-à-dire un cahier des charges. C'est-à-dire un cahier des charges qui impose des tâches et qui soient les plus diversifiées possibles. Alors, je tiens à vous dire que pour des raisons de cohérence, c'est ce que nous avons toujours défendu ici à l'Odyssée, eh bien, il est important d'éviter le piège de collectif qui va gérer, permettez à celui qui était très très jeune en mai 68 et les années suivantes, d'avoir une certaine expérience des collectifs qui, assez rapidement, dès qu'il y a une vague populaire de mobilisation qui décline, se transforme en lieu d'affrontement stérile. Par contre, il est important qu'il y ait une feuille de route qui soit fixée dans le cahier des charges et qui donne les tâches. Et comme je l'ai déjà dit à l'avance, il y a des tâches en direction des activités d'ouverture, si vous voulez, de l'Odyssée, y compris en direction d'activités et d'initiatives qui ne génèrent pas forcément de recettes,
mais que justement, il doit être possible de satisfaire grâce à la subvention de la ville de Strasbourg. Alors ça, c'est un point qui est important et il me semble que c'est la raison pour laquelle la DSP, peut-être que nous nous trompons, mais en tout cas c'est notre point de vue et pour l'instant, faute de démonstration contraire ou opposée, eh bien nous y croyons dur comme fer. Il est important aussi que dans ce cahier des charges, il y ait des contraintes de non-concurrence avec le secteur privé commercial, mais des contraintes qui soient réalistes. Par exemple, il est totalement anormal qu'on nous demande, ce qui est le cas actuellement, premièrement de faire une enquête de satisfaction tous les ans, c'est c'est d'abord coûteux, ça prend un temps énorme, et si c'est pour arriver au même résultat de satisfaction, c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick, si vous me permettez cette expression télévisuelle. D'autre part, il ne peut pas y avoir de considération comme celle qui existe, il ne devrait pas y avoir de considération comme celle qui existe actuellement et qui consiste à dire qu'il faut limiter le nombre de séances et en même temps augmenter le nombre de spectateurs, ce qui est une méconnaissance totale, comme je l'ai déjà dit, de la réalité de la fréquentation cinématographique et du fonctionnement des salles de cinéma. Je pense qu'il est important de bien comprendre que l'Odyssée est un endroit, une salle de cinéma, premièrement, qui doit vivre avec un autofinancement de 60% au minimum, c'est-à-dire recettes billetterie, c'est-à-dire location de salle, c'est-à-dire les subventions classiques assurées, accordées par le CNC ou par Europa Cinéma, et dont bénéficient toutes les salles de cinéma commerciales privées de France et de Navarre. Je parle d'une subvention qui devrait être de 35 à 40% de la ville de Strasbourg pour un lieu comme l'Odyssée. Pour le reste, ce sont les robinets de revenus classiques de toutes les salles de cinéma. Et que dans ce cadre-là, eh bien, on puisse, en tant que salle de cinéma, nous diversifier. Autrement dit, ne pas être un collectif, avoir une orientation de salle de cinéma, gérer dans un cadre associatif et, évidemment, avec des contraintes qui doivent permettre de diversifier et de s'ouvrir à tout ce qui existe à la marge du 7e art aujourd'hui et qui demain peut-être sera au centre donc tout ce qui concerne la vidéo et plus généralement des spectacles, des projections publiques où il y a un public et pas pour des individus attrapés dans leur salon privé, eh bien, il convient de s'y ouvrir. Et il me semble que c'est très important. Vous savez, il y avait quelqu'un qui disait « Est-ce que je peux fumer pendant que je prie ?» Quelles que soient les convictions que l'on puisse avoir, il y a lieu de respecter les gens qui prient. C'est évident. Et leurs convictions, leurs croyances religieuses. Mais donc, si on respecte, on dira non, il ne faut pas fumer pendant que l'on prie. Mais si on pose la question d'une autre manière, est-ce que l'on peut prier pendant que l'on fume? Là, il y aura inévitablement un temps d'hésitation, parce que prier, c'est quand même mieux que de fumer, se dira-t-on, quelles que soient les positions personnelles que l'on puisse avoir par rapport aux croyances religieuses. Donc ici, c'est un cinéma qui se diversifie, et ce n'est pas un lieu polyvalent qui fait aussi du cinéma. En tout cas, c'est la perspective que nous nous permettons de défendre, et pour bien comprendre que le combat que nous menons depuis 28 ans, la lutte que nous menons pour faire vivre un lieu miraculé de la vie, eh bien, cette lutte, elle a encore de beaux jours devant elle, parce qu'il y a toute une série de problèmes qui s'accumulent et qui ne sont pas réglés. Ainsi, nous avons déjà dit que
Par exemple, nous sommes dans une situation de perte de chance d'exploitation, c'est-à-dire qu'il y a lieu de bien voir que pour des raisons totalement indépendantes de notre volonté, eh bien, nous sommes dans un contexte où on ne sait pas quand on pourra être parvenu à un retour à des conditions normales d'exploitation. Voilà. Il me semble que toutes ces choses sont importantes. Il fallait le dire, le préciser et dire que dans un contexte de co-construction, eh bien, il est important de pouvoir rappeler ces choses-là, parce que fort de l'expérience et des résultats de notre engagement, eh bien, nous développons un point de vue qui mérite, en tout cas, d'être entendu, sans préjuger de la liberté de décision et de choix qui incombe à la ville de Strasbourg, aux autorités élues. Il y a une très belle expression turque qui dit « celui qui paye joue du sifflet ». Et c'est sûr que c'est celui qui accorde les subventions qui décide, mais il est important de décider sans casser et sans compromettre le péril et mettre en péril les structures déjà existantes. Du point de vue du cinéma, s'il y a vraiment une ville qui peut servir de référence aux nouveaux élus de Strasbourg, c'est bien la ville de Grenoble. J'invite tout le monde à étudier un peu l'activité qui est faite depuis plus de 6 ans maintenant, enfin depuis 6 ans exactement maintenant. Et je pense que lors d'une chronique prochaine, nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, un mot, nous avons une programmation dont je vous reparlerai dans une très prochaine chronique de l'été qui va se développer en 3 séquences. En 4 séquences. Première séquence du 15 juillet au 4 août avec 3 grands films pour faire revenir et vous montrer la valeur du spectacle dans une grande salle, sur grand écran. C'est ensuite du 5 août au 25 août, puis du 26 août au 15 septembre, et enfin du 15 septembre au 4 octobre, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, il y aura un certain nombre de choses. Donc, pour commencer, sur les 6 premières semaines, dans les tranches que je viens d'évoquer, il y aura d'une part les coups de cœur de l'été, et puis d'autre part, tout un été, avec Quentin Tarantino. Là, nous sommes en train de terminer Once Upon a Time in Hollywood. Il y aura Pulp Fiction, et ensuite, juste du 5 au 25 août, il y aura Kill Bill 1 et Kill Bill 2, et puis des films de coup de cœur de l'Odyssée comme Séduis-moi si tu peux, The Heat de Stephen Frears, un film britannique du milieu des années 1980, et d'autres films dont je vais tout de suite vous donner le détail sur une feuille que j'ai ici derrière moi, désolé. Donc il y aura Séduis-moi si tu peux, The Heat, le tueur était presque parfait, le superbe Thelma et Louise, et Voyage à deux de Ridley Scott, Voyage à deux de Stanley Donen, et puis pour Et les hirondelles de Kaboul, qui est un film formidable, et Chicken Run pour le cinoche des gosses, des enfants, de leurs accompagnants et de ceux qui sont un peu moins enfants. À partir du 5 août, il y aura Arizona Junior des frères Cohen, First Man, le premier homme sur la Lune, sur Neil Armstrong, High Hopes, un film qui n'a pas été montré depuis très longtemps de Mike Leigh, qui est formidable, sur le Royaume-Uni du début des années 80, en pleine proie à la vague du libéralisme. Le Traître, un film italien sur la mafia, qui est un film de Marc Bellocchio, qui est un film formidable. Et pour les enfants, et Kill Bill, volume 1 et volume 2, dans le cadre d'Un été avec Quentin Tarantino, dont on poursuivra les films, et puis vice-versa pour les enfants. Voilà, c'est tout un beau programme. Nous, pour notre part, au-delà de cet été,
Notre programme, c'est de développer un travail en direction des quartiers. Nous avons engagé un travail avec les 11 centres socioculturels QPV, quartiers prioritaires de la ville de Strasbourg. Et puis, nous avons des projets à plus moyen terme de coopération avec la BNU pour faire un musée du cinéma et peut-être une cinémathèque. Et puis, nous avons un projet de festival du cinéma européen, mais ça dépendra des négociations à moyen terme avec les élus de la ville de Strasbourg. D'ici là, prenez bien soin de vous, développez votre proximité cinéphile. En faisant quoi? En venant à l'Odyssée, qui est, je l'espère, votre cinéma préféré. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.